Matryoshka. J'appelle maintenant à venir nous rejoindre Kevin Mellé, qui est sociologue. Merci beaucoup de nous rejoindre. Matryoshka. Bonjour. Bonjour Kevin Mellé. Donc vous êtes sociologue des techniques marchandes. Donc là, on passe complètement dans un autre champ, mais ça permet d'éclairer l'information encore sous un autre axe. Sociologue des techniques marchandes, usage marchand des technologies numériques, de l'économie et régulation des données personnelles. On a parlé pas mal de photographie, pas mal d'images, on a parlé d'information, et d'images via les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de vous poser la question, quand, je ne sais pas, sans doute, on fait tous des selfies, quand je fais un selfie comme ça de moi, et que je le poste, alors moi sur Insta, on va dire, où je fais une vidéo comme ça en disant je suis en train de venir, ma génération Matryoshka, retrouvez-moi à Ground Control, youpi. J'ai l'impression que je me poste moi, mais en réalité, est-ce que je maîtrise totalement l'information que je donne ou est-ce qu'il y a d'autres données dedans qui m'échappent? C'est une question que je peux vous retourner à vous. Quand vous postez une photo sur Insta ou sur Snapchat, qu'est-ce que ça produit, cette photo? Là, vous avez le droit de parler parce que vous l'avez déjà fait. Vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Hein. C'est juste pour... voilà. Ouais, vas-y. Bonjour. 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 Du coup, ça produit de la visibilité. Ouais, excellent. Tout le monde peut voir nos photos si on a un compte public, bien sûr. Ouais. Et si on a un compte privé... non. Si on a un compte privé, il n'y a que nos amis qui peuvent voir nos publications. Ouais. Très juste, ça produit de la visibilité. Vous êtes en train de vous cacher du soleil. Mais oui, après, en fait, on je ne voit me plus pour les captations. Parce qu'effectivement, peut-être que c'est mieux. Hop. Donc, il y a de la visibilité. Qu'est-ce que ça produit d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? De l'argent. On va y venir. C'est mon job cet après-midi. Vous produisez de l'argent, mais que vous récupérez vous? Non, je ne produis pas d'argent personnellement, mais je sais qu'il y en a, c'est leur métier. C'est leur façon de gagner leur vie. D'accord, ok. Qu'est-ce que ça produit d'autre, cette photo que vous publiez? Peut-être de manière plus presque technique, en fait. La photo, elle est publiée. Et est-ce que ça génère ce qu'on va appeler des données, ou des métadonnées, ou des datas? Des émotions peut-être aussi, non? Ah oui, alors ça on en a beaucoup parlé là à l'instant, mais effectivement ça génère des émotions. Non mais pour rebondir, vous allez prendre une photo, super, Ground Control, c'est vraiment cool cet endroit, Matryoshka, génial, je me prends en photo. Ça produit trois choses en fait. Ça produit la photo, le contenu dont on vient de parler à l'instant. Et ce contenu, il peut avoir de la valeur pour soi, une valeur de mémoire, d'archivage, une valeur de partage. J'envoie à ma famille ou à ma sœur, bah tiens, regarde, je suis à Ground Control, etc. Ça peut produire de la valeur journalistique. On en a parlé aussi, ces informations, enfin ces photos produites par des amateurs ça peut produire de la valeur esthétique, ça peut produire une photo qui va garder une valeur esthétique. Ça peut produire aussi du placement de contenu éventuellement. Ah, regardez, je suis à Ground Control, super. Vous avez vu mes nouvelles baskets, elles sont vraiment cool. Et en fait, j'ai un petit contrat d'influenceur. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses volontaire. Qui sont, voilà. Alors ça, c'est des choses. En fait, c'est la première chose. C'est ce qui est dans la photo. Ensuite, et c'était très très juste la remarque, une photo publiée, ça produit de l'attention. Et cette attention, effectivement, c'est une attention qui a de la valeur. Alors, intrinsèquement, quand on voit qu'on peut faire de l'influence, du placement de produits, ou comme Hicham, de l'audience et de la viralité, mais ça produit surtout de la valeur pour la plateforme, en fait, qui héberge toutes ces photos. Donc, Instagram, alias Facebook, Meta. Et en fait, vous avez une photo publiée, une photo publiée, une photo publiée, une pub, une photo publiée, une photo publiée, une photo publiée, une pub. Et à chaque pub, il y a des entreprises qui payent en fait pour votre attention. Donc c'est l'attention en fait, on peut parler de l'économie de l'attention, c'est cette attention en fait que vont chercher à capter les plateformes
pour essayer de la vendre. En fait, vous êtes, voilà, quand c'est gratuit, vous êtes le produit. Et ben en fait, cette attention, elle va être vendue à des entreprises qui vont mettre des publicités. Comment ils arrivent à Mais téléguider j'ai pas fini. Il faut que je termine. Vraiment, c'est important. Non, mais parce que moi, ça produit m'intéressait. un troisième. Enfin, c'est surtout ça qu'on va appeler des datas. Ça produit une troisième chose. Cette photo que vous publiez sur Instagram, toutes ces activités numériques que vous faites, ça produit ce qu'on appelle des métadonnées. Ces données, en fait, qui informent. En fait, ça ne date pas évidemment du numérique. Quand on parlait de ces petits commentaires qui étaient sous des informations, etc., sont des métadonnées. En fait, une photo, il va y avoir potentiellement la localisation de cette photo. Il va y avoir potentiellement des éléments, des commentaires et des mots-clés qui vont être attrapés, qui vont permettre de qualifier, de coder cette information. Il va y avoir un timestamp, ça veut dire un moment, une date, un lieu, etc. Enfin, un ensemble d'informations qui vont être attachées à cette photo, mais pas seulement, qui vont être surtout attachées à votre profil, c'est-à-dire à vous. Vous êtes dans une base de données, en fait. Vous êtes là en chair et en os, et a priori, vous êtes unique en chair et en os cet après-midi ici, mais vous êtes dupliqué dans tout un tas de bases de données d'entreprises, chez YouTube, Google, chez Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, vous êtes chez TikTok, vous êtes chez Snapchat, etc. Et en fait, là, vous existez à travers deux choses. Un identifiant, des identifiants, un nom, éventuellement, si vous avez donné votre vrai nom ou un pseudo, mais une adresse email, des cookies, des petits traceurs qui vous suivent quand vous vous baladez sur Internet. Ces identifiants, ils vont être attachés à tout un tas d'informations. Vous étiez là, vous étiez à Ground Control cet après-midi, et puis en fait hier vous étiez dans un autre endroit, etc. Vous avez regardé des contenus plutôt reliés à la mode, beauté, etc. Donc, moi, j'ai un petit algo qui va dire vous êtes probablement une fille plutôt. Ou alors vous êtes intéressé au foot, etc. Mon algo, très intelligent et pas bête du tout, pense que vous êtes un garçon. Donc, derrière, il y a des espèces d'algorithmes en fait, qui vont tourner et qui vont essayer de construire des profils, en fait. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la valeur, en fait, elle est à plusieurs endroits. Elle est dans l'attention qui est générée par votre photo et qui a de la valeur pour vous éventuellement, si vous êtes un influenceur, mais aussi dans des relations avec les autres, mais aussi surtout pour la plateforme, de la valeur de la photo, du contenu que vous publiez pour vous et pour votre entourage, et puis surtout toutes ces métadonnées en fait, qui construisent des profils qui vont être après des moyens techniques de faire plusieurs choses, d'améliorer le service tout simplement. On va essayer de calculer le temps que ça met pour charger la photo quand vous allumez votre téléphone, etc. Et on va essayer d'améliorer le service. Ça peut être de vous recommander des contenus, c'est-à-dire que sur Instagram, en fait, comment est-ce que la plateforme décide l'ordre dans lequel les photos que vous voyez, elles vont s'afficher. Pareil pour le newsfeed de Facebook, pareil pour le newsfeed de Twitter, pareil pour Netflix. Vous regardez Netflix, vous allez avoir des recommandations, par exemple. Tout ça, c'est fabriqué à partir de votre profil, des contenus que vous regardez, et éventuellement la comparaison entre ce que vous regardez et des gens qui vous ressemblent, qui ont des comportements un peu pareils que vous, ont regardé aussi. Et on va vous recommander, on va vous pousser des choses. C'est pas vraiment neutre, mais ça permet de faire avancer. Et puis le dernier truc, c'est la publicité, c'est-à-dire qu'on essaie de construire des profils publicitaires. Vous êtes plutôt un homme ou une femme. Alors parfois, c'est des choses que vous avez renseignées sur la plateforme. C'est encore plus pratique. Est-ce que, par exemple, c'est une question que je peux poser, est-ce que sur Instagram ou sur Facebook, vous avez normalement, on est obligé de donner son âge, une date de naissance quand on s'inscrit. Est-ce que vous avez donné votre vraie date de naissance? Oui. Non. Non, parce que vous avez créé votre profil trop jeune. Donc du coup, vous avez tous fait croire que vous aviez 18 ans. Ça, c'est un problème pour les. Ça, c'est un problème en fait, parce que les gens qui cherchent à vous vendre de la pub, ils aiment bien avoir des données un peu fiables sur les gens. Donc, ils ont des algos pour essayer de corriger
le biais qui est qu'il faut avoir un âge minimal pour s'inscrire sur Facebook ou pour s'inscrire sur ces plateformes. Et comment ils savent, par exemple, quel âge elles ont vraiment pour de vrai sur YouTube à partir du moment où elles ont mis 18 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet justement de réorienter et d'aller chercher les vraies informations pour eux? Non, en fait... on les a bien eus, alors. C'est très simple. Non, il suffit de prendre la pyramide des âges qui est fabriquée par l'INSEE grâce au recensement qu'on fait régulièrement, que vous avez tous en tête, cette belle pyramide. Et en fait, on va comparer avec la pyramide des âges de Facebook et on voit qu'il y a des décalages. Et en fait, on voit qu'il y a une surreprésentation des gens. Alors après, c'est décalé forcément de 2 ans, mais des gens qui, au lieu d'avoir 9 ans ou 10 ans, en fait, on s'annonce à 12, 13 ans, etc. Et on corrige ça et on peut essayer de retrouver un peu des... Donc voilà, beaucoup de gens d'intelligence, en fait, qui, derrière, essayent de travailler cette donnée qui apparaît un petit peu, enfin, qui est présentée, en tout cas, dans beaucoup de discours, comme le nouveau pétrole, en fait. Alors, du coup... Et alors, est-ce que ça l'est, d'une certaine façon? Parce que toutes ces informations, donc on comprend bien qu'il y a l'information qu'on donne, il y a l'information qu'on est, d'une certaine façon. Et alors, cette information qu'on est, elle sert à qui? Parce qu'en général, quand on donne l'info, on a l'impression que... Voilà, on parlait tout à l'heure, entre autres, du narcissisme. On a l'impression que ça nous sert à nous, le narcissisme. Mais en réalité, ça sert à qui? Avec le micro. Ces données, c'est cette idée qu'il y a un nouveau pétrole, en fait. À part dire, oui, ça a de la valeur et les entreprises, elles investissent aujourd'hui là-dedans. Elles recrutent beaucoup de gens avec des profils de data scientist, par exemple, qui est un nouveau métier qui a émergé. C'est un peu une autre façon de parler de statisticien ou d'informaticien, etc. Mais ça, c'est un métier qui a la cote sur le marché du travail. Donc ça produit cet effet-là. On va beaucoup investir pour essayer d'analyser des données. En fait, c'est un peu trompeur parce que même le terme données, il est trompeur, en fait. C'est pas donné? Non, mais en fait, le données, on a l'impression que c'est donné, qu'il suffit de l'attraper, en fait. Et il y a un philosophe, un sociologue français qui est très connu, qui s'appelle Bruno Latour. Il dit on ne devrait pas appeler ça des données, on devrait appeler ça des obtenus. Alors évidemment, on se dirait, c'est un peu bizarre comme mot. Mais en fait, les données, elles ne sont jamais là. Elles doivent être produites, elles doivent être fabriquées. Et c'est laborieux, en fait. Et ça veut dire qu'il y a tout un travail de traduction, de compréhension de l'information. En fait, c'est ça aussi. En fait, je pense que c'est important de... Donc, on ne peut pas nier que tout ça, il se passe beaucoup de choses autour de ces données, que ça a de la valeur. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a des fantasmes, mais il y a aussi des craintes parfois un peu très fortes. Société de surveillance, on est surveillé, ces mécanismes nous tracent, on est tracé, on a plein... Mais en fait... ces données, effectivement, nos activités numériques, là, vous avez vos téléphones, vous faites des trucs, ça produit de la donnée pour des plateformes. Parfois, ces données, elles sont un peu échangées entre des plateformes, mais bon, il y a quand même des régulations qui essayent de corriger ça ou de le limiter. Mais surtout, ces données, elles sont produites de manière un peu brute et ensuite... pour avoir de la valeur, en fait, il faut les travailler. Et il faut les travailler. Et en fait, ça, souvent, c'est compliqué. Et ou alors, en fait, la donnée, elle n'est pas comme on voudrait qu'elle soit, etc. Je vous donne un exemple tout bête. Les gens qui ont de l'argent et qui payent beaucoup pour votre attention, pour les annonceurs, les entreprises qui achètent de la pub, par exemple, c'est des entreprises qui vendent des voitures, des groupes automobiles, Peugeot, BMW, etc. En fait, eux, ils veulent mettre de la pub, mais ils veulent mettre de la pub à des gens qui sont susceptibles d'acheter une voiture. Alors, juste une question comme ça, à votre avis, quel est l'âge moyen des personnes qui achètent des voitures neuves en France aujourd'hui ? 50 balais, non? Plus personne n'a les moyens. Non. Plus encore. Ah oui, c'est ça. Non, ça veut dire au moins 35-40 ans. En fait, c'est 55 ans. Ah ouais, c'est ça. Donc, en fait, heureusement, on peut acheter des voitures d'occasion aussi, mais les voitures neuves, en fait, c'est un marché maintenant qui est un marché plutôt de... Donc, en fait, le problème c'est que, par exemple, vous êtes sur Facebook, sur Instagram, etc., vous likez... vous suivez, vous abonnez à ou sur YouTube, vous abonnez à des chaînes autour de la voiture, etc.
Et Facebook, ils ont essayé de vendre ça au début, en disant regardez, il n'y a jamais une plateforme a eu autant de données que nous. On est assis sur cette fameuse, sur le plus gros puits de pétrole de données de l'histoire de l'humanité. C'est pas faux. Ils ont des quantités colossales de données. Mais en fait, ces données, c'est plein de gens qui ont liké ou qui s'intéressent à de la voiture, à de la bagnole, sous toutes ses formes. Mais ce n'est pas des gens qui achètent des bagnoles. Et donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que ce qui a de la valeur économique, c'est ce qu'on va appeler des intentionnistes automobiles. Et ça, c'est des gens qui sont plus difficiles à trouver, parce qu'ils ont une moyenne d'âge plus élevée, ils ont beaucoup d'argent, et surtout, ils ont une voiture qui est un peu vieille, qui commence un peu à fatiguer. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on récupère ce genre de données ? Ça, c'est ça qui va potentiellement intéresser les gens. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre d'idée. Donc, pour dire que, en fait, voilà, la donnée, elle est... La donnée, c'est un croisement de beaucoup de données. C'est le croisement de milliers de données, en fait. Pour avoir une bonne donnée, il faut un croisement de... Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu ce fantasme autour de Facebook de dire non, mais de toute façon, on a tellement de données, on sait tellement de choses, on sait que... déjà, vous avez donné plein d'informations quand vous êtes inscrit sur Facebook, souvent des informations un peu justes, à part votre âge à 2-3 ans près, mais vous avez aussi, à travers toutes vos activités, tout ce que vous partagez, etc., vous produisez des choses qu'on peut essayer de qualifier, etc., en termes de données. Mais en fait, non, trouver un intentionniste automobile, finalement, peut-être le plus simple, c'est de voir si quelqu'un a été sur un site web qui vend des bagnoles, en fait, Caradisiac ou Aramis Auto ou des sites comme ça. Donc eux, ces sites web, ou c'est des sites d'infos que vous avez achetés, Autojournal, des gens achètent encore des magazines, mais de moins en moins. Et donc ça a des valeurs, ça a des valeurs qui vont être du coup un peu commercialement intéressantes. En fait, ce qu'on comprend au travers de tout ce qu'on a dit, on va s'arrêter là, sauf si vous avez des questions que vous voulez poser. Mais ce qu'on comprend en tous les cas sur la valeur de l'information, que ce soit vous qui la donniez ou que vous en soyez, d'une certaine façon, il y a tout un travail de l'émetteur, mais aussi du récepteur de l'information. Et donc, ce qu'il faut, c'est éveiller ses consciences pour être sûr de pouvoir bien traduire des informations qui feront sens derrière et qui ne vous échapperont pas. Voilà, merci en tous les cas. Merci. Je voulais juste dire un truc, c'est aussi une façon de connecter. Parfois, il y a des histoires autour justement du tracking, de la surveillance, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes autour de ça, mais par exemple, on a beaucoup parlé d'une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica il y a quelques années. Mais en fait, Cambridge Analytica, certains ont même considéré que c'était l'entreprise qui avait permis à Donald Trump de gagner l'élection à travers un marketing personnalisé, psychologique ultra fin. En fait, Cambridge Analytica, c'était rien. C'était un truc tout petit. Donc en fait, on s'est aussi nous-mêmes un peu auto-intoxiqués de notre propre fascination pour quelque chose qui est la crainte d'une forme de manipulation très forte. Et il y a tout un tas de petites histoires comme ça qui peuvent être reprises par des médias extrêmement mainstream, New York Times, Le Monde, etc., où parfois ils s'auto-intoxiquent un petit peu eux-mêmes de cette croyance dans les capacités de la technologie à nous manipuler. Donc voilà, donc c'est pas être prudent, être méfiant par rapport aux données, mais aussi se calmer sur la société de surveillance. Ouais. Une question. Ouais, avec plaisir. Du coup, j'aimerais savoir comment ça se fait que les influenceurs ils gagnent beaucoup plus d'argent que les autres. Alors déjà, les influenceurs, c'est une bonne question, oui. Mais à mon avis, les influenceurs... Ah, pardon. Du coup, c'est les réseaux sociaux qui permettent de gagner... j'arrête. Non, vas-y. Du coup, les réseaux, ils permettent aux influenceurs de gagner leurs revenus, mais sans c'est-à-dire les réseaux, ils sont importants du coup. Et en fait, j'aimerais savoir comment... Non, mais c'est super, c'est très, très bien. Non, mais c'est dur de garder sa concentration avec les copains. Ça fait 2 heures qu'on est là, c'est dur. Je vais essayer de répondre très vite. D'abord, les influenceurs sur les réseaux sociaux,
c'est comme le monde du football. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup du football professionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, mais il y en a peu qui s'en sortent. Et ceux qui s'en sortent, ils s'en sortent très bien. Donc en fait, il y a quelques influenceurs stars qui gagnent très bien leur vie. Et il y en a beaucoup qui gagnent des petites sommes modestes, souvent qui ne suffisent pas pour en vivre complètement et en faire son activité principale. Parce que voilà, c'est pas simple d'avoir des petits contrats, parce que en fait, notre crédibilité d'influenceur, c'est aussi lié au fait qu'on va pas balancer de la reco de produits et devenir un espèce de panneau publicitaire ambulant. Il y a tout un tas de choses qui font que c'est compliqué, parce qu'en fait, les plateformes, elles sont radines. YouTube, Instagram, en fait, YouTube, il redistribue effectivement un peu d'argent aux YouTubeurs, mais il faut faire des milliards de vues littéralement pour gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que faire 1 million de vues, en fait, ça suffit pas. Il faut le répéter de vidéo en vidéo. La viralité, ça marche un coup, ça marche de temps en temps, mais arriver à faire de la viralité à chaque coup et arriver à engranger en quelque sorte à chaque coup. Donc après, c'est des stratégies, c'est de se constituer en petits médias, en petite entreprise dans laquelle on va publier des photos, mais on va aussi fabriquer des contenus qu'on va vendre à des entreprises. On appelle ça de la communication institutionnelle. On va essayer d'avoir des petites sources de revenus comme ça. Mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Le monde des influenceurs, c'est un monde dans lequel il y en a quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu, mais il y en a beaucoup qui triment et qui rament. Est-ce que c'était la réponse à la question que tu aurais voulu poser? Oui. Bon, super. Cool. Bon, c'est bon. Vous voulez... Vas-y. Je voulais demander, vous voyez, quand ils prennent nos données, tout ça, ils en font quoi? Quand ils prennent les données, qu'est-ce qu'ils en font? Eh ben, en fait, ces données, voilà, en fait, ils en font 3 choses. Ils en font, ces données, elles peuvent servir à améliorer le service techniquement, faire en sorte que quand tu allumes ton application, en fait, ça s'affiche vite, il n'y a pas de temps mort, etc. Ça sert à faire de la recommandation, à choisir l'ordre dans lequel on va t'afficher les photos ou ce qu'on va te proposer comme contenu, c'est quoi les prochaines TikTok qui vont apparaître, etc. Et donc ça, c'est des algos qui tournent et qui essayent de dire qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, qu'est-ce qui a retenu ton attention dernièrement, qu'est-ce qui plaît en ce moment sur la plateforme, tout un tas de trucs de calcul par rapport à ça. Et le dernier truc, c'est toi, ton profil, est-ce que je peux t'envoyer de la pub, mais essayer de vendre la pub plus cher, parce que j'ai des infos sur toi qui permettent de savoir, par exemple, que... Et parfois, je me trompe, que tu es un homme de 60 ans et que tu as des revenus de 100 000 euros par an et que tu es sur le point d'acheter une voiture neuve, allemande, avec un certain prix. Et là, peut-être que je me suis trompé. Mais ça arrive souvent, les annonceurs et les plateformes, elles se trompent aussi. Voilà. J'ai répondu ? À définir ton profil. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Attends. Tu vas être... vous nous avez demandé, vous nous avez conseillé de... Ah, merci. Vous nous avez conseillé de rester prudent quand on pose nos photos. Seulement, je sais qu'en Chine, les habitants chinois, en fait, ils sont contraints à toujours se montrer. Je sais que quand ils vont récupérer de l'argent à la banque, ils sont directement analysés sur le visage. Enfin, vous m'avez compris. Et du coup, je me demandais pourquoi... Exactement, merci. Je me demandais exactement pourquoi le gouvernement chinois il s'intéresse autant à toutes aux ces données. Exactement. Alors, c'est vrai que nous, on a la chance quand même de vivre dans un pays qu'on peut qualifier de démocratique, dans lequel il y a des droits qui sont plutôt respectés et qui visent à protéger notre vie privée. Et qui font que, par exemple, c'est pas facile de se protéger de la surveillance, même si c'est juste pour nous faire de la pub de toutes ces entreprises numériques. Mais on a des lois et parfois vous avez des trucs qui s'affichent et qui vous disent est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour partager. Vous pouvez dire non, en général. Voilà, ce RGPD, etc. La Chine, c'est un peu différent parce que là, c'est un pouvoir, un gouvernement qui veut essayer de contrôler socialement ses citoyens et essayer de limiter le fait que les gens puissent partager, publier des choses qui sont contraires à
ce que le gouvernement pense bien. Donc, ça peut être de la contestation sociale, mais ça peut être aussi des comportements qui sont moralement pas bien, etc. Et donc, ils ont créé des espèces d'outils qui sont des outils de gouvernement. Enfin, ils obligent les plateformes en fait à partager leurs données avec le gouvernement et aussi éventuellement d'utiliser des technologies un peu avancées de reconnaissance faciale. Il y en a énormément maintenant. Moyen d'identifier les gens, c'est très fiable. Maintenant, vous avez plein de téléphones où vous montrez votre tête, et c'est comme ça que vous allez débloquer votre téléphone. Ça marche très bien. Ils ont développé énormément d'innovations sur ce sujet, mais on pourra refaire une autre. Ouais, il faudrait faire une table ronde pour parler de ça. À la fois, c'est bien de se dire qu'il voilà, il ne faut pas non plus craindre trop de dangers, et en même temps, c'est vrai qu'il y a énormément de technologies en cours. Une dernière question. Je voulais juste ajouter une chose sur la Chine, parce que j'en ai été témoin. À un moment donné, je suis allée à un congrès d'historiens du monde entier. On était 1800 dans une province chinoise 4 fois aussi grande que l'Allemagne, pour vous donner un peu la... Eh bien, la veille de notre arrivée, le gouverneur a décidé de couper Internet. Voilà, ça c'est possible, mais ça n'est possible qu'en Chine, j'espère. Oui, bonjour. Ouais. Moi, j'avais une question. J'ai vu une vidéo sur TikTok où il y a un monsieur qui a avancé l'idée que, en gros, comme TikTok, c'est chinois, c'est ça. Et ben, ça a été racheté par les Chinois. Ouais, voilà, ok. Et ben, dans leur pays, et ben, les jeunes, ils étaient plus mis en valeur parce qu'ils faisaient des progrès scientifiques, etc. Alors que dans certains pays comme en Occident, etc., et ben, en gros, ce qui était mis en valeur, c'était les danses et les trucs un peu débiles. Et en gros, je voulais, comme j'ai vu que vous êtes sociologue, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Peut-être, est-ce que c'est possible que... Alors, oui, je pense que en fait, c'est tout à fait possible en théorie que l'algorithme en fait de recommandation, de viralité, de ce qui va faire remonter les contenus, ils choisissent des profils un peu différents et que vous ayez un algorithme différent dans chaque pays. Mais la vérité, c'est que TikTok, c'est aussi une entreprise commerciale. Et ils cherchent. Et en fait, c'est aussi. Et c'est peut-être vrai ce que vous dites, mais c'est peut-être moins un truc d'orgueil national ou de dire on va valoriser les Chinois mieux que les petits Français, etc. Je pense que c'est pas du tout ça. En fait, c'est juste que c'est aussi des entreprises commerciales qui essayent de trouver leur audience et d'intéresser leur audience. Et peut-être que l'audience de TikTok en France, elle est juste différente de l'audience de TikTok en Chine, où ce qui intéresse les jeunes en Chine est un peu différent que ce qui intéresse les jeunes en France sur TikTok aujourd'hui. Peut-être que les jeunes sur TikTok en France aujourd'hui, ils s'intéressent plus à des trucs de divertissement, de danse, etc., et moins à effectivement des trucs un peu dans lesquels on a des vidéos où des gens ils se montrent. Parce qu'il y a un truc qui est très important en Chine aussi aujourd'hui, c'est le pays de l'enfant unique. Et là, je parle sous votre contrôle parce que je vais dire des choses peut-être un peu bébêtes, mais je pense que la réussite, et y compris affichée sur les réseaux sociaux, la réussite scolaire, la réussite scientifique, il y a un nationalisme scientifique, etc., qui fait que les gens, ils vont plus publier ça, ils vont plus liker ça. Donc c'est moins une décision de la plateforme que l'activité sociale des gens et qu'est-ce qu'ils likent et qu'est-ce qu'ils engagent et qu'est-ce qu'ils regardent comme contenu, qu'est-ce qu'ils choisissent comme contenu sur lesquels ils vont s'abonner, qui va décider finalement que ça. Voilà. Effectivement, il y a eu toute une polémique aux États-Unis parce que TikTok était chinois et que les États-Unis ils avaient peur que TikTok aspire les données des Américains et ils en fassent des choses nuisibles. Mais en fait, ils ont imposé des règles qui font qu'aujourd'hui, TikTok, toutes les données TikTok aux États-Unis, elles sont aux États-Unis. Et finalement, c'est presque comme une entreprise séparée. Ça appartient à des capitaux chinois, mais c'est géré depuis les États-Unis. Parce que c'était leur la seule façon dont ils pouvaient continuer à agir aux États-Unis. Et on a un peu des choses un peu similaires aujourd'hui en Europe. Si on se rendait compte d'un coup qu'il se passait des trucs un peu bizarres sur TikTok, qu'il y avait des tentatives de manipulation des gens, par exemple, pour faire de la propagande pro-chinoise, je ne sais quoi, je pense que ça serait totalement pas dans l'intérêt de TikTok. Et vu la période par rapport au conflit russe et le rapprochement de la Russie et de la Chine, il est sûr que toutes ces plateformes ont quand même un rôle très important à jouer pour justement pas se retrouver coupées des populations.
Est-ce que vous avez une dernière question sur la valeur de l'information que vous pouvez partager ou recevoir? Non? Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre attention. C'était merveilleux d'échanger avec vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ouais. Bravo à vous. Merci. Merci. Et si vous avez le courage, on se retrouve dans 1 heure pour une nouvelle table ronde sur la valeur du travail demain. Est-ce que vous gagnerez plus à travailler, à faire fructifier votre argent ou juste à vivre? À tout à l'heure. Matryoshka.